deuxième atelier, donc la deuxième thématique qui va être abordée, c'est le partenariat public-privé et l'innovation. Je crois qu'on en a un peu parlé dans la première partie, mais là on aimerait focaliser sur la définition du PPP. On aimerait bien être tous d'accord sur qu'est-ce que le PPP, c'est quoi par rapport à la concession, parce qu'il y a souvent une confusion. C'est qu'elle est merci. Donc, la définition du PPP, c'est la différence avec les concessions, et puis quelques exemples de PPP. Tout à l'heure, Walid en a parlé. Il a parlé d'exemple marocain, qui est un exemple édifiant, mais on pourrait s'approfondir davantage sur les typologies de PPP possibles. Est-ce que c'est de grands projets? Est-ce que c'est nécessairement des projets d'infrastructure? Est-ce que ça peut être des petits PPP, PPP social, projet par exemple d'une école qui n'est pas nécessairement rentable? Est-ce que le privé s'investirait dans ce genre de projet? Donc un peu ces questions-là, bien sûr sans oublier l'innovation. On rentre dans le deuxième thème. On rentre dans le deuxième thème. Regarde, tu es prêt à nous lire les recommandations? D'accord, alors on lit les recommandations. On lit les recommandations du premier atelier et on passe au deuxième. Regarde, tu dois être fidèle à ce qu'on a dit, sinon on porte plainte. Donc, dans le groupe 1, donc, les points qui sont ressortis, qui sont à chaque fois ressortis plus souvent par les intervenants, c'est d'abord la participation des régions, l'identification des projets, redéfinir la mission de l'État pour les services publics, définir et former les différents intervenants au PPP, le rôle de l'administration et la participation du secteur privé. Donc ça, c'est généralement les grands points qui sont ressortis à chaque fois dans les différentes interventions pour essayer de regrouper. Donc si je reviens au premier point, donc on a dit que les PPP est un moyen de financement et de réalisation des projets à vocation d'intérêt public, avec un apport déterminant en innovation, créativité et efficacité et coût. Donc c'est une opportunité que aujourd'hui doit saisir le gouvernement pour la mise en place aujourd'hui de nouveaux projets pour notre développement. Donc ensuite pour l'identification des projets, donc nous avons insisté sur le fait que les régions doivent être le fait générateur et les initiateurs de chaque projet. Les projets doivent émaner d'eux, prioritairement, parce qu'ils savent, ils connaissent quelles sont leurs priorités et leurs besoins. Donc ceci peut être fait à travers les structures telles que les conseils régionaux ou structures existantes, bien sûr appuyées par tout ce qui est les structures des patronats existants, la société civile, les experts régionaux, les gens qui habitent la région. Ensuite, on a bien parlé également des secteurs qui seraient aujourd'hui prioritaires dans le développement des PPP. On avait parlé de la santé, du transport, de l'éducation, des logements sociaux et des services aux citoyens. Ça pourrait être des départs d'axes de réflexion et de recherche de projets qui pourraient déjà orienter aujourd'hui, demain, les personnes dans leur réflexion. Pour la redéfinition des notions de la mission, redéfinir également la notion de l'État pour les services publics en redéfinir la notion de l'État pour les services publics en insistant également que le côté social n'est pas l'exclusivité, n'est plus le monopole de l'État, mais également fait partie des domaines privés, donc par les prestations rendues et par les modèles de corporate social responsibility et par la RSE également. Donc le privé a également son rôle tel qu'on avait parlé initialement. Créer également des PPP success story pour
faire adhérer plus d'entreprises privées et stimuler leur engagement dans ce secteur et montrer également aux gens réticents que le PPP peut également fonctionner. Donc les premiers choix sont déterminants pour la réussite de ce type de projet. S'inspirer également des expériences étrangères pour essayer de surfer sur un petit peu leur succès et avancer également sur leur succès. Essayer de l'adapter bien sûr en fonction de nos moyens et de nos ressources. Ensuite, pour la formation, définir et former et sensibiliser les différents intervenants, l'administration, les syndicats, les jeunes, la société civile, au PPP. Le PPP est une culture et non pas une loi. Donc, initier des formations très tôt pour les jeunes dans les universités également et stimuler des travaux de recherche également pour des mémoires de fin d'études pour ces jeunes-là, pourrait également instituer cette culture-là et instruire ces jeunes de demain qui vont avoir à gérer demain nos administrations. Déjà, on aura déjà un plateau déjà prêt pour notre futur. Différencier et expliquer également les nuances entre PPP, concession et marché public. Ce sont tous des outils de mise en œuvre des projets. Il faudra après réflexion voir lequel de ces mécanismes est le plus adapté, mais ne pas se focaliser uniquement sur les PPP et oublier également les autres modes de financement et d'action. Le rôle de l'administration dans la limitation et de recours, l'administration doit être un facilitateur et trouver également, mettre en place l'application stricte de la loi pour éviter l'arbitraire des recours et montrer également aux IDE que nous sommes un pays de loi et de règles et même les investisseurs locaux peuvent avoir un moyen de recours sûr et fiable. Ça, c'est très important. Et également, très important, la participation du secteur privé en amont. Très important pour essayer de discuter de la faisabilité, du coût, etc., de la rentabilité, de notions qui sont beaucoup plus proches du secteur privé que du secteur public. Merci Eliane. Est-ce qu'il y a des ajouts? C'est pas un ajout. Est-ce qu'on est tous? Madame, vous avez soulevé tout à l'heure la question de la taille critique des régions. Et quand on veut définir une taille critique, cela passe par un nouveau découpage de la Tunisie en des zones qui vont au-delà des gouvernorats d'aujourd'hui. Et ça, c'est une décision politique, n'est-ce pas? Parce que pour être dans la cohérence avec l'idée de taille critique, il faut supposer qu'il y ait demain des décisions qui vont dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on va vers un découpage au-delà du découpage actuel en termes de gouvernorat. Ça a été une question qui a été soulevée tout à l'heure. Léa, tu rajoutes? Quand on a parlé des régions, on a parlé dans l'absolu. On n'a pas dit on n'a pas dit même demain, dans une nouvelle répartition géographique, quand on parle de notion de région, ça sera une nouvelle répartition géographique. Non, mais même dans les régions actuelles, c'est une interrégionalité, une intercommunalité. On peut rajouter ça. Je voulais qu'on le rajoute, on le donne. On le rajoute. Donc, est-ce qu'il y a un autre point qui n'a pas été comment voulez-vous qu'on le... On peut mettre tenir compte Pour des considérations de taille critique des projets, il faut qu'il y ait un autre découpage administratif et donc il faut qu'il y ait des décisions en ce sens-là. Est-ce qu'il faut revoir le découpage administratif? Il va être. C'est-à-dire qu'on encourage la révision du découpage administratif dans un sens où la région ne se limite pas au gouvernorat, mais que ce soit ce qu'on appelle... Le ministre a donné une autre lecture. Il a dit qu'on va conserver le mot régional, on va le conserver pour les gouvernorats actuels. Mais il va y avoir des districts, qui regroupent des gouvernorats à définir. Donc nous, en tant qu'atelier de réflexion, on encourage ce... Le district dans la définition est nécessairement plus faible, plus réduit qu'une région. Non, il faut un découpage économique et non plus politique. Je parle de la définition du dictionnaire. Département. District est une petite... Département. On parle des districts dans la région. Ce qu'on appelle, ce qu'on dit Territoire. Encadré. Ce n'est pas encore défini. Ah si, vous allez sur réflexion. Pour des raisons
accélérer la redéfinition des zones, Zone économique. Favoriser la prise en compte de projets. Favoriser la prise en compte interrégionaux. Favoriser, voilà. Entre parenthèses, le nouveau découpage régional. C'est pas la peine de refaire un cas de découpage de l'autre. Je t'arrête la clandestine tout de suite. Qui m'a le conseil général régional en France? Bouche d'Europe. D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord et Un détail que déjà, dans les secteurs, il faudrait mentionner l'agriculture. C'est quoi dans le PPP? l'agriculture comme potentiel. Pardon, qu'est-ce que L'agriculture comme secteur où il y a des PPP possibles. vous s'adressez à toutes les questions des problèmes C'est le foncier, c'est le foncier, tout le patrimoine foncier qui n'est pas immatriculé, qui appartient à l'État, qui a un potentiel agricole. Éventuellement, je pense que c'est Tu rajoutes le secteur agricole. D'accord, pas vous voulez rajouter quelque chose? il faut mettre en place une Quelques propositions d'ajout. Quelques propositions d'ajout. Pour les secteurs, je parlerai des conditions de production et des conditions de vie dans les régions. Parce qu'on a dit que la vie devait être intéressante, attrayante dans les régions, et par exemple des PPP pour l'équipement scolaire, l'équipement sportif. Conditions de production et conditions de vie. Conditions de vie, j'ajouterai les deux, quand on parle des besoins, des projets. Alors, la question que je pose, est-ce que vous souhaitez recommander au ministre que la loi soit adoptée le plus rapidement possible pour associer le secteur privé le plus tôt possible en amont dans la définition des projets? Vous avez cité quelques critères qui devraient amener à associer le secteur privé. J'ajouterai la créativité dont vous avez parlé. Donc, créativité, innovation. Est-ce que le groupe souhaite recommander que l'État, la fonction de l'État évolue d'un rôle d'opérateur à un rôle de régulateur? Oui. Alors, quand on parle de définition des projets au plan régional, il me semble que le groupe avait parlé aussi des moyens de faire remonter ces projets vers Tunis. Donc pas uniquement les définir, mais également trouver les moyens de les vendre, entre guillemets, au niveau du pays. On parle de gouvernance, enfin, qui fait quoi dans le cas d'un projet PPP dans telle ou telle région. Oui. Comment ça va fonctionner, qui fait quoi? Je pense que c'est monsieur qui a parlé de ça entre ministères, etc. C'est pas très clair qui fait quoi. C'est-à-dire que le fait de les faire remonter, on a vu ça en Europe en matière de développement régional. On a une grande différence dans la manière dont les projets, une fois qu'ils sont définis dans les régions, sont pris en relais par le niveau supérieur selon qu'on a ou non un ministre qui est originaire de la région. Donc, si on peut trouver un autre canal, une autre procédure pour s'assurer que les projets, une fois définis, sont après pris en compte au plan national. Bon, c'est simplement parce que tout à l'heure, quelqu'un a parlé du fait de les faire remonter au niveau du pays. Et je ne l'ai pas entendu. Régional au sein de l'ARP. Commission de développement régional au sein de l'ARP. Il y a une commission. Donc ça peut être via la commission. Je ne sais pas si le groupe... Et alors, Non, pas d'exécutif. Je pense pas, je suis d'accord. Si elle existe, il faut trouver un autre moyen. Parce que si elle bloque, c'est le seul moyen de remonter l'information. Créer un nouvel canal, c'est un nouvel canal, c'est pas plus mal. Si vous permettez, un dernier point qui a été, me semble-t-il, évoqué tout à l'heure dans les discussions, c'est la complémentarité entre les services au plan régional. C'est-à-dire que quand on définit les projets, il faut tenir compte de ce qui existe déjà du tissu régional et faire en sorte que le nouveau projet s'imbrique soigneusement sans faire de redondance, de chevauchement, de doubles emplois, etc. Donc, on a parlé également d'un conseil national de PPP, à part, si vous dites, on en a parlé ce soir, on a parlé.
Ça, c'était plus pour l'entrepreneuriat, parce que n'oubliez pas qu'il va y avoir aussi l'unité de l'instance de PPP qui est déjà prévue. Et une des orientations possibles, c'est peut-être d'avoir, enfin, je ne sais pas, des antennes sectorielles ou régionales. Donc, c'est quelque chose qui sera à définir. Donc, on peut faire une recommandation dans ce sens-là, de dire l'unité centrale devrait avoir des antennes régionales et ça peut être le canal à travers lequel on remonte les projets. Et Mawelid, il avait parlé du CGDR. Non, ça pas. Non. Il fallait donner le rôle d'identifier les projets. C'est une option. Les régions identifient eux-mêmes Les régions. Il a dit les régions Ils doivent n'ont pas de compétences. Oui, mais pour leur pérennité aussi, concernement prévu pour les imbriquer dans ce qui existe dans la région. Il y a aussi, Est-ce qu'il y a un autre il y a aussi l'accompagnement de femmes rurales ici qui bénéficient d'un savoir-faire. Ça, c'est l'entrepreneuriat plutôt que Voilà, ma recommandation pour revenir au conseil, c'était de créer une espèce de conseil où on met toutes les initiatives publiques et privées de support à l'entrepreneuriat, au service du développement régional, pour une meilleure coordination, parce que l'État a des outils, il met énormément d'argent, il y a le privé qui commence à s'intéresser de plus en plus. Ce n'est pas la forme classique d'un PPP, mais c'est une meilleure collaboration entre les efforts publics et privés au bénéfice du développement régional. Merci. Riem Zakaria encore. Mais un dernier endroit que le jour doit passer au deuxième. La recommandation, pour remonter. Là, c'est pas un ajout, c'est pour le contenu. Discuter un peu, insister sur certains points au niveau du contenu, sur la définition. Il serait bien d'insister sur la question de la mission d'intérêt public et séparer la mission qui appartient à l'État de l'exécutant. On est en train de confondre les choses. Voilà. On est en train de privatisation. Tu vas accomplir cette mission, tu vas être le propriétaire de cette mission. En aucun cas. Donc il n'y a pas de problème, ça diminue cette peur. Donc on va revenir sur la définition. La définition et la mission d'intérêt public, elle reste toujours définie de service public et d'intérêt public et de service public. Oui. Donc, qui va la propriété de l'État, la définition et sera toujours, l'État sauvegardera cette mission. Donc il n'y a pas de peur. Il faut insister pour qu'au moins on évacue certains peurs. Les secteurs, il faut insister peut-être un peu plus que c'est à titre indicatif, mais les gens qui sont là trouvent que ces secteurs sont déjà prioritaires. C'est facile, c'est les premiers, aujourd'hui. Déjà, c'est du concret, du concret. Avant, la liste peut être beaucoup plus longue. C'est les régions qui vont déterminer. Mais nous, on sait aujourd'hui qu'il y a des problèmes au niveau de ces secteurs. De par l'expérience, on représente des structures. Donc on a derrière nous un minimum de également, la notion d'évolution, de développement ou d'évolution de l'entreprise à capital public. Alors c'est ce qui va résoudre le problème de ce combat, voilà, de cette... si l'État peut intervenir, PPP ne veut pas dire que l'État n'intervient pas. Si on parle de mission d'intérêt public ou de service public, mais l'État peut accomplir à travers son capital cette mission. Il n'y a pas de problème. Dans les pays nordiques, il n'y a que ça. C'est la concurrence entre les entreprises à capital public et les entreprises privées, à capital privé. Ce sont deux entreprises qui opèrent de la même manière, et donc l'État n'est pas absent. En termes... C'est l'État gestionnaire, les gestionnaires, Norvège. Dans le cadre du contrat social, et on était ensemble à la semaine. Et on a visité une entreprise à capital public. Je peux vous dire, il y a certaines personnes de la mission qui n'ont pas cru leurs oreilles quand ils ont su, à la fin de la mission, en fait la mission, la visite si on veut, que c'était une entreprise à capital public. C'est une nouvelle forme d'entreprise qui a le capital qui est public, mais qui est géré comme privé. Elle paye ses impôts, elle paye sa cotisation sociale. On a des équipes. Il faut développer
problème de gouvernance. Et justement, il faut changer cette gouvernance d'entreprise publique classique et l'État, s'il veut intervenir aujourd'hui dans le domaine économique, à travers ces structures nouvelles, pour que tout le monde soit à la même enseigne. Mais vous êtes sûr que ce n'est pas une entreprise privée avec une participation Non. majoritaire publique? Nortem, c'est à 100% comme ça. C'est des fonds à 100% publics. Mais ils sont gérés de la même manière. Et contrôlés par l'État, au monde à leur peur, ces gestionnaires. C'est que le marché, qui perdent le marché s'ils n'obéissent pas au caïdja. Ils ont une peur maintenant. Merci. Le service de la Poste, il est contrôlé par l'État. Vous n'êtes pas discipliné. Moi, je donne la parole à Zachary. Un peu de discipline, s'il vous plaît. En fait, je voulais juste faire un peu la connexion entre l'innovation et le développement régional. Et en fait, moi, dans notre vie, j'ai une expérience dans le public. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une seule représentante du public. Et Frida le disait un mot il y a quelques instants, en fait, il y a une problématique importante, de méfiance. Et ça Oh, bah ils ont peur, là. Tu as dit que il y a une méfiance, et toi, il disait qu'est-ce qu'on va demander au ministre pour des recommandations. Et là, ce qui manque dans ce pays, c'est une crise de confiance. Les privés voient l'administration comme des gens qui mettent des bâtons dans les roues, ce qui est en partie vrai. Et les gens de l'administration voient les privés comme des chasseurs de primes. Tu simplifies. Et ce qui est en partie vrai aussi. Je ne dévale pas. C'est-à-dire, moi, si je devais j'aide un peu le rapporteur à discuter avec Cécile Lahey, c'est qu'est-ce qu'il compte faire pour établir ce climat de confiance. On fait un partenariat. La première pierre d'un partenariat, c'est la confiance. Il n'y a pas de confiance entre le public et le privé. C'est ça que le prochain, il y a l'innovation, le développement régional. Donc c'est un travail de pédagogie. On a un mur devant nous, la confiance. Et ils ne se parlent pas. Et confiance. Il faut commencer par les CPP, voilà. C'est bien ça. Tu notes ça. Oui, il y a un travail de pédagogie. Pourquoi pas la pédagogie en Restaurer la confiance. Restaurer la confiance. Ça n'a pas la formation. On va commencer par le CPP. Formation du gouvernement. Et cette notion, Chris disait un truc, moi je dirais c'est la vulgarisation du Mais comment le PPP passe par le CPP. Là, il faut développer la notion de CPP. Voilà. Développer la notion de CPP, face à l'âge, confiance publique-privée. On ne peut réussir le PPP que via le CPP. On va inventer aujourd'hui une notion. Innovation, parce qu'on est innovant. Moi, je pose la question, pour une meilleure efficacité, qui gère? Quelle est l'instance à qui revient la gestion du PPP? Oui, non, quelle est l'instance? Le PPP, pas le... Le PPP, qui le gère? Oui. C'est l'instance. Toute la philosophie du PPP. Oui, la philosophie qui, voilà, justement. Pour une meilleure efficacité, quelle est... Parce que la loi, elle a prévu... La loi a prévu dans ces secteurs. En fait, la loi, ce qu'elle a prévu, c'est que le projet est préparé, évalué par le sectoriel. Il est envoyé pour avis à l'instance, à l'autre instance des PPP qui va donner un avis favorable ou défavorable. Si c'est un avis favorable, c'est renvoyé, c'est le sectoriel qui gère. C'est l'instance... C'est une instance. Oui, elle est sous quelle égide? Sous la présidence du gouvernement. Mais ce qui est bien, c'est que même si elle dit non, il faut dire pourquoi. Oui, c'est ça le... Qu'elle motive et qu'elle donne les questions pour que ça réussisse. Et en fait, je dois même donner une proposition d'une autre forme. Voilà, ajuster la forme. Voilà. Le caractère Il faut dire non, c'est tout. Oui, c'est une institution publique. Non, c'est pas le Conseil national d'investissement. Voilà, C'est pas le Conseil national d'investissement. Le Conseil national d'investissement. C'est un trop public-privé. À dire que l'instance du PPP n'est pas PPP, on va pas Mais justement. Bah oui, il faut le dire. Elle est PPP. Oui, mais elle n'est pas. L'instance qui gère le projet doit être PPP. Oui, mais elle doit être limite à composer du secteur privé ou secteur public. C'est à ça que je voulais... Elle doit faire partie du gouvernement. Elle ne doit pas faire partie que du gouvernement. Il y a un contrôle de ces activités qui est prévu par la loi. Elle doit faire un contrôle, faire un rapport annuel de ses activités, de ses bilans, de ses échecs. Donc c'est là-dessus, ce rapport doit être normalement aussi communiqué au Parlement. Et donc après, c'est au Parlement, au sens public, il faut contrôler le gouvernement en permanence, au Parlement également, de contrôler l'instance des députés. Le Conseil de la concurrence a 5 ans de retard pour sortir son rapport. Sortir son rapport, les gens de l'administration savent très bien ce qu'il faut mettre dans une loi. Vous voulez qu'on parle franchement ou qu'on continue à parler franchement? Voilà, donc ils savent
mettez un rapport, d'accord, le Conseil de la concurrence, il vient de sortir les rapports 2010-2011. Vous connaissez l'état de la concurrence dans ce pays? Est-ce qu'on n'a pas un problème de concurrence? Ça, c'est comme nous avons mais ça manque. Dans les années 70, les épiciers vous disaient, est-ce que vous avez? Oui, nous avons, mais ça manque. Ça ne dit rien pas en fait. Il n'y a pas de privé. Là, c'est l'instance publique. Ce qu'on essaie de faire avec la Commission nationale d'investissement, c'était une autorité mixte qui était sous la tutelle du chef du gouvernement. Pas un service rattaché à la présidence du gouvernement. Ça change totalement la donne. C'est un établissement qui est séparé, qui est rattaché, où le conseil d'administration est composé à 50-50 de public et de privé. Ça change totalement. Les rapports, tout le monde va les faire, avec 5 ans de retard. Ne vous inquiétez pas. C'est pas le... Vous avez passé trop de temps dans le service de la casse-paille, ils ont un peu... Maintenant, on a une arrivée. Juste pour votre information. Non, je suis désolée. Ah oui, c'est vrai. Non, mais c'est juste pour clarifier certaines choses. Dans le cadre de l'assistance technique qu'on a mis en place pour créer cette unité, la STAFE, il y a tout un travail qu'on est en train de faire avec l'OCDE pour voir les différents modèles d'unités PPP dans le monde et de voir quel est le meilleur setup institutionnel, même le lien avec les ministères, la manière budgétaire. Donc ce travail de réflexion, il est en train d'être fait. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas dit, voilà, il faut faire ça comme ça. La décision n'est pas encore prise. Il y a tout un travail, on s'est donné les moyens pour regarder les différents modèles et s'inspirer des meilleurs standards internationaux. Quand je rajoute l'instance de PPP, doit être PPP. C'est l'OCDE et la BAC qui financent l'assistance technique. Et on est en train de travailler avec le gouvernement sur ça. Merci. Ça va être au niveau des décrets d'application. Est-ce qu'on pourrait revenir sur la notion de PPP, la définition? La définition de cette histoire d'instance, Géré par le public et le privé. Je l'avais dit. et directement relié au ministère. Et avoir des antennes régionales. Oui, directement relié au Premier ministère et avoir des relais régionaux. Directement rattaché au chef du gouvernement et avoir des relais régionaux. Est-ce qu'on peut passer le micro à madame qui n'a pas parlé du tout? Le conseil, Le Haut Conseil, Laisse-moi parler, s'il vous plaît. Ah, mais le ministère, madame, elle vient du ministère. Donc, il y a des PPP aujourd'hui. Il n'y a pas l'administration. Vous n'êtes pas manifesté. Avec vous, vous vous rendez pas compte. Vous êtes tellement discrète quand c'est pas vrai. Voilà, je vais parler, je suis discrète. Je disais, je pense qu'il y a une commission nationale des PPP dans laquelle l'UCHICA, l'UTAF et les différentes fédérations sont déjà parties prenantes. Dans la nouvelle loi. Actuellement opérationnelle, cette commission, qui se réunit au niveau de la présidence du gouvernement. il y a une commission. C'est ça, le comité de dialogue public-privé qui a été signé au mois de décembre. Ah, mais c'est pas, ça n'a rien à voir. Ça, c'est le National Business Agenda, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas autre chose. Alors, je suis un peu confuse, peut-être dans le cadre du partenariat de Deauville ou quelque chose comme ça. Mais il y a une commission. Il y a une commission dans le cadre ce qu'on a appelé le National Business Agenda, dans lequel une commission qui est placée donc sous la gestion, on va dire, ou la coordination du directeur général de la structuration réforme administrative et qui travaille uniquement sur les problématiques de réforme administrative et des projets ou textes de loi relatifs à l'environnement des affaires de manière générale. Elle dit la commission mais je ne sais pas s'il y a autre chose. Mais pour la proposition de rendre l'unité actuelle qui va être créée, l'instance institutionnelle des PPP mixte, public et privé, je pense qu'elle n'est pas très réaliste. Mais pas très réaliste dans quel sens? C'est-à-dire qu'elle soit constituée des membres du secteur privé et du secteur public. Parce que dans ces missions, c'est de faire le suivi des PPP. Déjà, le texte actuel ne prévoit pas... Je ne crois pas qu'on ait inventé la roue, madame. Ce genre d'instance existe partout dans le monde. L'exemple le plus éloquent est la Turquie que j'ai visitée. J'ai vu des instances mixtes d'investissement entre le partenariat entre les publics et le privé, le secteur privé, et ça fonctionne très bien. Il faudrait qu'on... Vous en savez mieux que moi.
Est-ce qu'il y a un autre ajout? Sinon, on passe à la définition. C'est bon, D'accord. On va relire après la phrase pour être sûr qu'on s'est bien compris. Moi, je remarque que depuis hier, il y a une incompréhension sur les textes. En fait, là, je viens de me rendre compte que le texte français que vous avez et le texte en arabe qui est à l'Assemblée sont différents, mais fondamentalement différents. Donc, vous voyez, tout à l'heure, vous aviez lu un article, nous, on le lit en arabe, on n'a pas la même compréhension. Ce texte-là, il est sur le site de l'ARP ou ANC. L'ANC, monsieur. L'ANC. C'est un vieux projet, il date de 2012. On l'a reçu à l'Optica. On a reçu ce document à l'Optica la semaine dernière. Ah, ça c'est nouveau alors. Non, attendez. C'est pas nouveau. On l'a reçu la semaine dernière, mais il est daté de 2012. Ah, mais c'est l'ancien. Oui, mais on l'a reçu la semaine dernière. Attendez. C'est l'ancienne version. Il a changé, là. Il a reçu la semaine dernière. Non, on l'a reçu la semaine dernière. Il date de 2012. Oui, mais ça signifie que... C'est parce qu'il y avait les grèves de la poste. Je m'explique. La semaine dernière, on a reçu une cinquantaine de projets de loi. Et ceux qui sont dans le pipe, Oui, tous les documents qui sont dans le pipe. Donc tous les lois qui sont... Et ce texte-là était avec eux, était avec ces documents-là. Ce n'est pas un document à part. On l'a reçu dans un papier de documents urgents à examiner. Là, il y a une chose. Bidik Zachary a dit une chose avec moi. En parlant d'ARP et d'exécutif. Lui, on reçoit de l'ARP, mais on n'a pas à recevoir quoi que ce soit de l'ARP. C'est l'exécutif qui doit envoyer son projet et consulter avant de le passer à l'ARP. Mais ça a été fait en 2012 justement. Ah, À l'époque, le gouvernement a soumis à l'ANC la loi. Donc maintenant, peut-être ils sont revenus sur l'ancienne version. Cette version, c'est dans la reçue de présidence du gouvernement en novembre 2014, je crois, l'année dernière. C'est la version après discussion dans l'ANC. Mais on revient s'il vous plaît. On revient sur la notion de définition de PPP. Je me réjouis de voir mon ami et collègue Skin Sral qui nous rejoint, qui est un grand spécialiste des PPP. Donc on aimerait recadrer les choses et définir qu'est-ce que le PPP. Skin Sral, je te prends au vol. Donne une définition. N'ayant pas assisté à toute la matinée, ça va être compliqué. Qu'est-ce qu'il peut tout reprendre là? C'est pas bouclé. Je pense que globalement, on parle d'un sujet qui couvre différents types de partenariats. Si je me réfère à certaines documentations de la Banque mondiale, ça peut aller du simple affermage à la privatisation complète de systèmes de services publics, essentiellement. Donc, privatisation complète, c'est ce qu'a fait Thatcher à une époque. Elle a privatisé y compris des actifs de traitement d'eau, d'assainissement en Grande-Bretagne. Affermage, c'est le mode le plus simple où même des décisions pour la maintenance des infrastructures doivent être prises en consultation avec l'autorité concédante. Et après, on a toute la gamme qui peut faire des BOT, qui peut faire des projets de concession, qui peut faire des projets de gestion déléguée, etc. Donc ce n'est pas nécessairement les PPP pour les grands projets d'infrastructure. Tu envisages des petits PPP. Alors, en fait, je ne sais pas ce qu'on appelle petit PPP. Mais PPP, je pense qu'aujourd'hui, ce dont la Tunisie a besoin, ça sera plutôt des projets d'infrastructure. Aujourd'hui, si on raisonne par rapport aux besoins immédiats du pays, on est dans un pays où les finances publiques sont pas mal, où le budget de l'État n'arrive pas à dégager suffisamment de ressources pour faire de l'investissement et pour créer des infrastructures nouvelles. Et ce dont on a besoin, parce que hier il y a eu beaucoup de débats sur les réformes, mais ce dont on a besoin immédiatement, c'est de la croissance. Si on veut avoir quelque chose à partager, parce qu'on voit qu'on a beaucoup de demandes et légitimes, on va dire, de
gens dans le pouvoir d'achat s'amenuisent, mais s'il n'y a pas de création de richesse, il n'y a rien à partager. Donc si on veut partager quelque chose, si on veut améliorer le pouvoir d'achat des gens, il faut déjà qu'il y ait de la croissance. Si on veut qu'il y ait de la croissance, il faut qu'il y ait de l'investissement. Cet investissement, l'État aujourd'hui n'est pas en mesure de le faire dans des proportions significatives. Donc il faut qu'il y ait une implication du privé. Le privé peut aider à développer des infrastructures, peut aider à intervenir dans des grands projets. On sait aujourd'hui que, par exemple, on a des besoins en électricité, et ces besoins en électricité, il va falloir les financer. On a des besoins sur d'autres thématiques aussi, sur des problématiques de transport, entre autres, ou de assainissement et eau, bien sûr, mais transport, la logistique, je crois, le chiffre effarant que l'on a, c'est que le coût de la logistique en Tunisie est de 15% par rapport au PIB, là où il est de 7% en Europe. Donc, moi j'ai des exemples très concrets. Je suis moi-même exportateur de biens fabriqués en Tunisie. Pour aller au Cameroun, c'est un lead time de 50 jours. Donc, je suis nettement moins compétitif qu'un intervenant de différentes autres localisations. Donc, il y a une véritable problématique de logistique pour que le pays se développe, sachant qu'on est un petit pays. Donc, le marché tunisien en soi n'a pas une attractivité extraordinaire. Et si on veut attirer des investissements dans différents secteurs, nous devons vendre une région beaucoup plus large que la Tunisie. Cette région, pour être plus large que la Tunisie, on prétend vouloir être un hub vers l'Afrique. Pour être un hub vers l'Afrique, il faut qu'il y ait des infrastructures. S'il n'y a pas d'infrastructures qui mènent en Afrique, on ne sera pas ce hub qu'on rêve d'être. Voilà, j'ai peut-être un peu débordé de la définition des PPP. D'accord, mais je voudrais encore continuer avec toi, parce que nos amis de la Commission de l'Union européenne nous proposent et nous invitent à faire des propositions concrètes de projets PPP en termes de typologie et secteurs. Qu'est-ce qu'on pourrait proposer en plénière? Quels sont les projets? Moi, je vais même être un peu provocateur, parce que je pense qu'on a dû discuter de cette fameuse loi pour les PPP qui a du mal à passer devant l'ANC, l'ARP, tout ce qu'on veut. J'ai envie de dire, on n'a même pas besoin de cette loi aujourd'hui pour faire des PPP en Tunisie. Il existe un cadre, il n'est peut-être pas idéal, mais il y a un cadre qui est celui des concessions et qui permet peut-être d'avancer. Et si la volonté est vraiment là, essayons d'apprendre en marchant. Parce que cette loi, elle a beaucoup de lacunes. Pour avoir regardé à une époque, il y a un certain nombre de lacunes qui font qu'elle n'est pas idéale. Il y a déjà un cadre pour que l'État puisse donner la possibilité à des opérateurs privés d'intervenir dans des grands projets d'infrastructure. Ce cadre n'est peut-être pas parfait, mais si on essaie de prendre le problème par l'angle projet, de quoi on aurait besoin et comment est-ce qu'on peut, en utilisant le cadre existant, essayer d'impliquer des opérateurs privés, essayer de faire en sorte que l'administration ne voit pas le privé comme un ennemi. Moi, je pense qu'il y a une vraie problématique de formation, et peut-être que la Commission peut aider à former les gens dans l'administration tunisienne dans une logique d'être au service du privé. Aujourd'hui, cette notion de service n'existe pas. En Tunisie, on a tendance à voir un véritable décalage entre le secteur privé et le secteur public. Alors, on sait qu'on a un grand nombre d'entreprises publiques qui sont en quasi-faillite. Il faut peut-être y réfléchir. Ça peut donner des idées de projets déjà immédiats. Et sinon, en termes de projets d'infrastructure, oui, on peut réfléchir à certains projets et commencer à voir comment cela peut être mené. Exemple, un projet, on parle beaucoup de quelque chose qui nous a fait très mal depuis la Révolution en termes de revenus pour l'État, c'est le groupe chimique et c'est les phosphates au sens large. On a perdu beaucoup dans ce secteur. Le Maroc a fait quelque chose d'extraordinaire. Ils ont supprimé le transport par voie ferroviaire, ils ont mis un pipeline. Le coût de transport de la tonne de phosphate est passé de 8 $ à 1 $ la tonne. En Tunisie, je crois qu'on est à 15 dinars la tonne, ce qui revient à peu près à 8 $, enfin moins maintenant, mais c'est l'ordre de grandeur. Donc il y a peut-être des choses à faire déjà là-dedans. Est-ce que le groupe chimique peut le faire? Est-ce qu'on peut impliquer des privés pour le faire? Etc. Donc oui, je pense une démarche pragmatique qui consisterait à identifier quelques projets, peut-être des projets aussi de différentes échelles. On peut réfléchir à des projets très gros et on peut réfléchir à des projets plus petits. Il
a été question hier dans les discussions, non peut-être pas hier, mais c'est un sujet que l'on évoque beaucoup aujourd'hui, c'est le problème de la propreté de l'environnement en Tunisie. On a un environnement qui s'est énormément dégradé, ça impacte directement quelque chose qui est générateur de beaucoup de ressources pour ce pays, qui est le tourisme. Je pense qu'un touriste qui vient dans un environnement aussi dégradé n'a pas forcément envie de revenir. Donc il y a peut-être des choses à faire en termes de gestion de déchets. Et là, oui, il y a des opérateurs privés qui peuvent intervenir. Et c'est bien pour le reste de l'économie. Il y a d'autres secteurs. Alors, grand débat qu'on a tous suivi sur l'enseignement privé aussi, et sur la problématique de la grève des étudiants qui ne veulent pas que les ingénieurs du privé puissent prétendre aux mêmes choses qu'eux. Je ne sais pas qui les anime, mais l'enseignement est certainement un axe aussi très important. On peut en citer plusieurs autres. D'accord. Merci, Sly. J'aimerais revenir sur l'innovation. Comment faire de l'innovation? Innovation et PPP. Est-ce qu'il y a une intervention dans ce pas de ça? Là, je crois qu'on a clôturé. Désolée, je ne suis pas du tout d'accord sur la proposition de faire une instance de PPP mixte. Pour moi, enfin, qui on va mettre dessus, n'oubliez pas que c'est une instance qui est censée négocier avec le privé qui va venir faire le PPP. Donc ça peut même ouvrir la porte à des conflits d'intérêts. Enfin, je ne sais pas, je pense que c'est une... C'est un conseil d'administration, elle n'est pas mixte, elle a un statut particulier pour pouvoir attirer des gens, des compétences. Vous parle de compétences, si tu ne fais pas un statut spécifique... Non, tu es en train de confondre deux choses. Donner la gouvernance, la mixité, le privé va être le conseil d'administration. Non, mais le privé, c'est-à-dire donner un statut particulier à cette entité pour attirer des compétences, il n'y a pas de souci, je suis d'accord à 1000%. Mais par contre, avoir une entité, c'est-à-dire, je suis d'accord qu'il faut impliquer le privé peut-être un stade, des régionaux par exemple, pour identifier des projets, mais de là à faire une unité mixte qui va, elle, s'asseoir et négocier avec le privé, qui va, elle, avec son non, elle ne va pas s'asseoir. Consultatif. Voilà, il faut être très... Là, je reviens dans la stratégie. Au conseil consultatif des BPP. Je reviens à ce que je disais, Francisco, ce matin. Il faut faire la différence entre le PPP lui-même et le processus d'identification du projet. Pour moi, et de planification, ce sont deux choses différentes. L'AFP, pour l'instant, elle n'est pas du tout dans le processus d'identification et de préparation. Elle est là pour permettre un avis technique et pour peut-être négocier, c'est un rôle qu'il va falloir tenir. Pour moi, le privé doit intervenir peut-être en identification pour prioriser et dire on a besoin en tant que privé ce genre de projet, ça a du sens de faire ça, mais pas forcément au niveau de cette unité. Pour moi, la plus-value du privé, c'est plus au niveau de l'identification, de la priorisation qu'au niveau de dire... une fois que le projet est préparé par sectoriel, pour dire, tiens, techniquement, oui, je passe, ou ça passe ou ça passe pas. Mais c'est pas un conseil d'administration dans une entreprise, il ne fait pas ça. Un conseil d'administration, il défend les intérêts des actionnaires. Et ici, les actionnaires dans un pays, c'est le privé, c'est le bien-être social, c'est le conseil d'administration. C'est pas le conseil d'approbation des projets. Mais l'AFP a un rôle d'approbation, c'est ce que le texte de loi dit. Oui, mais c'est parce que l'instance, si elle est gouvernée par un conseil d'administration où le privé est présent, ça permet d'appuyer les intérêts. C'est pas la décision qui est là-bas. Il est prise par le président, le chef du gouvernement. C'est pas une... Tu as dit, on est en train d'étudier ensemble. Mais tu as un avis là. J'ai un avis... Oui, tu as un avis, donc tu es mal avis. Ce soir, on va regarder tout... Mais je n'ai pas le pouvoir décisionnel, c'est un travail qui est en train de se faire pour l'institution. On avance, si vous voulez. On passe à l'innovation. Est-ce qu'il y a un micro, s'il vous plaît? Oui, qu'est-ce que va... Oui, voilà, il va formuler finalement... Par rapport à ça, qu'est-ce que tu as dit? Composé de... Donc, il pose la question. Un conseil mixte consultatif pour les PPP constitué, qui est lui-même PPP. Est-ce que ça pose un problème? Il y a des conflits d'intérêts, vous comprenez, non? Oui, comment? Il y a des conflits d'intérêts. Si le public est régulateur, il
faut pas rigoler à travers son On privé. parle pas de l'unité de Non, on parle pas de l'unité Consultative. Consultative de qui? L'unité publique, c'est important. Tout le monde est d'accord là-dessus. On Oui. parle d'une autre structure à côté de ça. Ma consultative de quel organisme? Ça va consulter quel organisme? Le secteur privé. De l'État. C'est un conseil consultatif C'est un consultatif pour l'État. De l'État en général, du gouvernement? Pour l'État. Mais c'est pas pareil, dis-donc, c'est pas. Non, mais là. Pour donner un avis sur les politiques générales des PPP, sur les secteurs dans lesquels il faudrait initier les PPP. C'est un conseil consultatif véritablement que l'État, le gouvernement, l'Assemblée peut constituer pour avoir des informations, des rapports. Ils n'ont aucune fonction décisionnelle ni opérationnelle. Mais quelqu'un a dit hier qu'il ne fallait pas créer de nouvelles structures en Tunisie, parce qu'il y en avait déjà tenté plus, il y avait pléthore de structures. Donc, si on crée une structure supplémentaire, une fois qu'une structure est établie, elle reste à vie. En tout cas, il y a un risque. Donc, il faut bien réfléchir à la recommandation qu'on veut mettre en avant cet après-midi, parce qu'après, il faudra l'assumer. C'est la vôtre. Hein. Éviter de créer des structures. Impliquer le secteur privé, sans dire structure, impliquer le secteur Créer un privé. espace de dialogue consultatif pour les PPP. Mixte pour les PPP. Ils ont besoin des gens, parce qu'on va avoir beaucoup de gens qui ne comprennent rien. Donc, comme on a dit, l'éducation derrière, il fallait éduquer l'AFP et les bateaux. On a besoin de faire beaucoup de travail. Donc, le conseil consultatif peut aider également à comprendre certaines choses. Alors, ça peut être également sur là, également d'éducation intramuros. C'est pas la peine. La question, c'est est-ce qu'on a besoin de créer une structure pour faire des études? Est-ce que c'est pas lié à CE? Est-ce que c'est pas une structure à faire C'est dialogue. Créer un espace de dialogue comme ça. Voilà, impliquer le secteur privé. Un espace de dialogue, on appellerait au conseil consultatif du PPP. Il y aurait mixte, voilà, qui serait. D'accord. Francesco, tu veux? Oui, très simplement. La différence entre un PPP et un marché public, c'est que cet élément de long terme et des investissements de capital très forts commencent. Okay? Donc, si c'est le privé qui doit faire cet investissement, les projets doivent être vendus au secteur privé. Donc, le rôle de l'instance dans plusieurs pays, c'est de promotion et de dialogue avec le secteur privé, toutefois, parce que les projets doivent être achetés, dans l'investissement doit être fait pour le privé. Donc, si le secteur public ne comprend pas les exigences du privé, il ne va jamais avant. S'il ne comprend pas la rentabilité, donc les risques qui sont risque-rentabilité, la même chose. Si le secteur public ne comprend pas les exigences du privé, les PPP ne vont jamais être faits. Mais ces rôles doivent être faits tous les fois, tous les jours par l'unité de PPP. Donc, ils doivent comprendre les exigences du marché donc pour atteindre des investissements. S'il n'y a pas ce dialogue, il n'y a pas de PPP. Le privé ne va jamais aller à un appel d'offres. D'accord. Khaled, تفضل après c'est un prends le micro. En fait, moi je rebondis sur la remarque de Cizakari. En fait, là, il y a une instance qui va étudier les projets publics-privés. Donc cette instance, pour l'instant, on ne connaît pas de qui elle est formée. Donc ses membres, théoriquement, c'est l'État. Et donc on a besoin de représentants du privé au sein de cette instance, parce que nous on a réfléchi à un autre conseil, mais l'esprit c'était d'associer le privé à cette réflexion. Et donc peut-être que, tu as plus d'expérience, tu veux rebondir, peut-être qu'au sein de cette instance, il faudrait peut-être imposer des représentants du privé. Il y avait le Conseil national Je ne vais pas faire le parallèle, c'est l'idée. Juste. C'est un basique. C'est un On parlait basique. de quoi? On parlait de l'unité de sécurité qui existe maintenant. Enfin, qui Non. L'instance de tutelle. L'instance de tutelle. Il faudrait qu'il y ait des représentants des organisations patronales ou du privé. Un espace
dialogue, le Haut Conseil consultatif du PPP, qui devra être une structure, un espace, une structure, un espace. D'accord, c'est un espace. Un espace. La plateforme. Plateforme. C'est déjà Un espace, c'est plus. C'est un base historique. Un no man's land, traduction. No man's land des PPP. c'est un classique. Moi, c'est le point suivant sur l'innovation. L'innovation et le PPP. Ça y est, on est rentré dans l'innovation. Voilà. Mais tu continues, la fille. Si vous voulez, en homme, C'est Mangier, d'accord. Vous êtes tous d'accord que Mme Mangier soit rapporteure? C'est la parité homme-femme, voilà. Donc c'est un parité. Moi, je pense qu'on a intérêt à distinguer deux types d'innovation en liaison avec le partenariat, le public-privé. Il y a l'innovation dans le montage de projets, dans la façon de faire le projet, dans la manière de concevoir les projets. Je pense qu'il y a un grand domaine de création de valeur à ce que les privés proposent de nouvelles méthodes de réalisation de projets dans l'infrastructure ou autre. Ça, c'est un domaine. Un deuxième domaine d'innovation, c'est quand il s'agit de créer de nouveaux produits ou de nouveaux services grâce à un partenaire public-privé. C'est complètement différent. Donc, je pense qu'il faut distinguer les deux. Dans le premier cas, ce qu'on change, c'est le cahier de charge, la procédure d'élaboration de projet. Alors que dans le deuxième cas, il s'agit soit de garantir un marché de lancement. Par exemple, un acheteur public peut s'engager à acheter une valeur minimale d'un nouveau produit, d'un nouveau service. Parce que ce nouveau produit ou service a des possibilités à l'export ou à la création d'emplois ou de développement régional. Ou à ce que l'autorité publique crée un cadre réglementaire spécifique, pilote, pour promouvoir un nouveau type de service. Je pense qu'on a intérêt à préparer les deux cas de figure et montrer l'intérêt de chaque type d'innovation grâce au PPP. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait apporter une contribution? Oui. Merci. Moi, j'aimerais réitérer une demande à nos amis de l'Union européenne, et notamment de la Commission, quelque chose que j'ai eu l'occasion de dire lorsque le commissaire Tajani était venu. Je pense qu'on a besoin d'un geste politique fort au niveau de l'innovation. Je sais qu'il existe aujourd'hui 2 centres de recherche européens, l'un à Istra en Italie, l'autre à Séville en Espagne. Et je pense que dans le contexte euro-méditerranéen dans lequel se positionne aussi la Tunisie, par rapport à différents projets qui ont fait l'objet d'annonces politiques fortes comme l'Union pour la Méditerranée mais qui n'ont rien donné de concret, si on veut une action concrète qui encouragerait peut-être cette révolution tunisienne, moi je milite pour un centre de recherche euro-méditerranéen basé en Tunisie, dans lequel il y aura des chercheurs européens qui viennent s'installer, dans lequel il y a des chercheurs tunisiens qui s'installeront, dans lequel il y aura aussi des gens du pourtour de la Méditerranée qui viendront, et ça peut être un moteur très fort pour qu'il y ait un écosystème qui permette à des entreprises et à des universités, forcément, donc il y aura beaucoup d'universités tunisiennes qui vont être impliquées puisque la proximité sera là, et ça sera un moteur très fort pour d'abord rapprocher l'université à l'entreprise et ensuite faciliter les contacts dans la région et peut-être fournir un morceau de l'écosystème que de grandes entreprises ont besoin d'avoir pour venir s'installer aussi en Tunisie. Donc il y en a quelques-unes, il y a des gens comme Airbus par exemple qui sont là avec tout un écosystème autour de l'aéronautique. Il y a beaucoup de choses qui sont dans l'automobile en Tunisie. Donc c'est
cela fait deux axes possibles, donc tout ce qui est industrie mécanique, électromécanique, mais on peut imaginer aussi des choses autour de l'environnement et de l'énergie, qui sont des thématiques transverses et qui intéressent tout le pourtour méditerranéen. Donc voilà, une action politique forte et qui peut ensuite déboucher sur des projets en PPP ou les favoriser. D'accord, merci. Donne le micro à Majdi. On peut aussi avoir une relation entre l'innovation et le PPP, principalement pour, par exemple, il y a tous les centres de recherche, d'innovation, maintenant, ça peut être fait en PPP aussi. Donc, ce n'est pas un PPP classique, que ce soit vraiment du privé à 100%, mais ces universités, par exemple, étrangères, ou bien des centres de recherche étrangers qui se mettent en consortium avec des partenaires locaux, ça peut être... il y a plusieurs expériences à travers le monde qui ont été faites pour, par exemple, mettre en place des centres de recherche qui peuvent être gérés dans un format PPP. Il y a aussi toutes les différentes composantes, ce qu'on appelle en Tunisie le système national d'innovation, les pépinières, les incubateurs, etc. Ça peut être fait dans une des formes de PPP. Donc ça peut booster les choses, ça peut avoir des partenaires. Je sais que par exemple maintenant il y a des projets, même au niveau européen, maintenant il y a des, dans le cadre d'un projet européen qui sont en train de faire des projets de recherche structurants avec des consortiums qui sont sous la forme de PPP avec des universités, etc., de la région méditerranéenne, et pour gérer des projets de recherche et avec la mise en place d'un centre de recherche et d'innovation. Donc c'est une forme un peu qui n'est pas la forme classique du PPP qui va être dans l'infrastructure, mais c'est principalement ça va être de la gestion déléguée ou bien c'est une gestion par objectif. D'accord. Merci. Avant de demander même la création, avant de demander même la création de nouveaux centres dans le cadre de partenariat, il faut penser d'abord à ce qui existe, à l'existant. Et nous avons des pôles technologiques aujourd'hui. Le problème, c'est qu'avec ces pôles technologiques, ils se sont transformés progressivement en des instances administratives qui ne produisent rien, qui ne sont pas évaluées. Donc regardons un peu notre infrastructure déjà, avant de dire on va s'associer avec des partenaires étrangers. Donc essayons d'abord de réformer un peu ce que nous avons sur place. Deuxième point, moi je reviens toujours à la lecture du projet de loi. Je m'excuse d'insister sur les questions de l'innovation. Et quand je regarde l'article 11, madame, c'est un très mauvais signal qu'on donne à des partenaires étrangers intéressés pour réaliser un partenariat public-privé en Tunisie sur des projets innovants. Pourquoi? Parce que quand on demande aux gens de donner une proposition, si on regardait les choses par article, si vous lisez l'article 11, on vous dit si la proposition spontanée comporte une idée innovante ou innovatrice, la personne publique peut accorder une prime forfaitaire à son auteur titulaire en contrepartie du droit d'utilisation de l'étude de faisabilité. Qui c'est qui va vous donner une étude ou une proposition d'étude qui comporte une composante innovante pour que la personne publique se contente de lui donner ultérieurement une indemnité qu'il va fixer lui-même? Est-ce que vous considérez que ce genre de proposition soit acceptable? C'est pour ça que moi je vous dis il faut franchement revoir la lecture, parce que là il y a un problème de lecture au niveau du texte de loi, ou du projet, pardon, qui n'est pas encore... Qui définit innovation aussi, le terme innovation, est-ce qu'il est défini ou non? Déjà. Un projet innovant ou non? Voilà. Il faudrait peut-être que notre expert... Mais en admettant que ce soit un terme innovant. Si vous permettez, effectivement, je crois qu'il faut expliquer, alors on n'a pas le même texte sous les yeux, pas la même numérotation. Ce qui est un peu perturbant, je crois qu'il faudra clarifier cette histoire de véritable texte qui est devant l'Assemblée. Je crois qu'en ce qui concerne les discussions assez longues là-dessus en 2012 sur ce texte, l'idée innovante, dire là-dessus, ce n'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui a été fait au Maroc, dans d'autres pays, qui sont rémunérés. Ils sont rémunérés, alors d'abord, un décret devra préciser les conditions de cette rémunération et les critères plus précis. On ne met pas tout dans une loi, sinon ça devient un véritable pot pourri.
donc il faut que ce soit précisé par décret, par des règles, par des normes méthodologiques. Mais en ce qui concerne, je lis moi l'article en français jusqu'au bout, c'est si la proposition spontanée comporte une idée innovante ou innovatrice, et en fonction des résultats de l'étude de préfaisabilité et des besoins de la personne publique, on a déjà des critères ici, et après l'approbation de l'instance nationale des PPP, sur rapport motivé, on a quand même quelques garde-fous là-dessus, la personne publique peut conclure un contrat de partenariat, on prévoit même un contrat de partenariat direct sans appel d'offres. Sinon, la personne qui a fait un contrat peut-être est inclue dans toute façon dans la shortlist, et elle peut procéder. Et à partir du moment où elle a eu elle-même l'idée innovante, vous pensez bien, quelqu'un qui a une idée innovante, il ne va pas tout donner, il ne va pas tout mettre. Un entrepreneur malin, il va garder une partie de l'innovation pour lui, il va faire quelque chose qui soit assez apéritif pour exciter la personne publique, pour dire on y va, il va garder l'essentiel. Donc il a quand même en fait beaucoup plus de chances pour remporter dans la procédure de concurrence. Et en plus, l'indemnité, s'il ne l'a pas, l'indemnité est prévue. Donc il y a quand même un certain nombre de garde-fous. On ne peut pas non plus prévoir que, automatiquement, quand vous avez une idée innovante, que la personne publique soit obligée de contracter. On ne peut pas forcer la personne publique à contracter. Ça aussi, c'est aussi simple que ça. Donc après, les textes d'application devront préciser quelques critères qui sont fixés dans la loi. Il nous reste 15 minutes, il nous reste 15 minutes, on doit vendre. La prime est donnée seulement dans le cas où l'entreprise qui a proposé ne gagne pas l'appel d'offres. C'est ça, oui, tout à fait. C'est à préciser. On ne donne pas une prime comme ça. C'est seulement, on a une proposition spontanée d'une entreprise privée, on fait un nombre d'études pour voir si c'est pertinent ou pas pour le pays. Si c'est pertinent, comme première option, on lance un appel d'offres. On le met en concurrence. C'est seulement dans le cas où on dit c'est une idée. Bon, ça c'est la nouvelle version de la loi. Si c'est une idée innovante, on peut aller dans une négociation directe avec cette entreprise. Voilà. Mais dans le premier cas, si on lance un appel d'offres, si l'entreprise qui a donc encouru des frais pour développer cette proposition, si l'entreprise ne gagne pas l'appel d'offres, c'est là que l'autorité peut donner. D'accord, déjà, merci. Juste pour dire, il faut d'abord définir, si l'idée est innovante, définir qu'est-ce qu'une idée innovante. Oui, moi je parle de la loi telle qu'on a reçue. Qu'est-ce qu'une idée innovante? Parce que là, il y a la note. Tu la notes. Parmi les recommandations, définir au sens large de l'innovation. Juste, très rapidement, par rapport à l'innovation, aujourd'hui, une des premières choses à faire, c'est réconcilier les chercheurs tunisiens avec les lois. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chercheurs tunisiens dans les universités qui innovent, qui inventent des choses. Mais malheureusement, ce qui est innové n'est pas systématiquement leur propriété. Alors, l'innovation qui est faite au sein des centres de recherche des universités, aujourd'hui, le cadre légal ne permet pas l'exploitation de ça. Alors, comme on n'a pas d'autres moyens de faire de la recherche que dans ces centres-là, faute de moyens, donc il va falloir encore probablement réviser déjà les lois existantes pour l'appropriation de l'innovation au cadre des recherches qui sont faites dans nos universités avec les universitaires et les chercheurs, pour pouvoir à partir de là démarrer quelque chose. Sinon, on va rester dans des innovations dans les tiroirs. Et personne ne veut donner quoi que ce soit à cause de la peur de l'exploitation. Vous avez la législation sur la propriété intellectuelle. S'il y a vraiment des innovations qui sont protégeables, la propriété intellectuelle peut être protégée. Ce n'est pas à cause de la protection. La problématique se pose. Le chercheur utilise des laboratoires et des centres de recherche au sein des universités, innove, sort une innovation. Cette innovation, puisqu'elle est faite avec le matériel et dans l'enceinte, la loi ne permet pas systématiquement de lui donner l'appropriation de cette innovation. Déjà, à partir de là, si on veut passer dans l'innovation, dans le partenariat public-privé, commencez déjà par régler, et c'est une demande aujourd'hui des chercheurs. C'est un début. Ça concerne le salarié dans son entreprise. Bon, Slim, rapidement, et avec des propositions concrètes pour qu'on puisse noter sur notre rapport. C'est une proposition concrète qui me vient d'une expérience que j'ai vécue à Adélaïde en Australie. En Australie, l'Australie est un État fédéral. Quand Adélaïde, qui est la capitale d'Australie du Sud, a perdu la Formule 1 au profit de Melbourne,
s'est posé des questions sur comment je développe mon économie. Et pour ce faire, ils ont fait appel à une entreprise américaine, Stanford Research Institute, qui leur a proposé de travailler sur des clusters et entre autres de donner en gestion déléguée des services publics. Ils ont choisi l'eau et l'assainissement. J'étais impliqué dans cette partie-là à l'époque et le contrat de concession qui a été accordé à un consortium à l'époque qui a été General des Eaux et Water, ce contrat comportait des clauses claires avec pénalité à la clé sur des investissements en recherche et développement qui devaient être faits en Australie du Sud avec l'écosystème d'Australie du Sud, c'est-à-dire les universités disponibles sur place. Donc je pense que dans l'approche PPP et peut-être aussi pour montrer que ça peut être une véritable locomotive pour l'économie, pour le développement économique et pour le lien encore une fois avec l'université, on peut imaginer que les contrats soient assortis de ce type de clauses qui sont motivantes pour l'écosystème et qui assureront du transfert technologique dans le cadre des PPP, ce qui pourrait faciliter cette approche et rendre la pilule plus facile à avaler pour ceux qui sont contre les PPP. J'en fais pas partie, mais il y a beaucoup de gens dans le pays, je pense notamment aux syndicats, pour désigner clairement quelqu'un. Je sais que l'UGTT est très contre et je sais que la gauche présente à l'ARP, pas seulement l'extrême gauche, je parle de la gauche d'Incalia, est contre les PPP. En Tunisie, en tout cas, pour en connaître quelques-uns. Donc peut-être qu'une des manières de leur vendre un peu mieux cette histoire-là, c'est de dire on peut utiliser les PPP pour monter en gamme au niveau technologique, en assurant du transfert de technologie, de la recherche et développement, et en intégrant tout cela à nos appels d'offres. C'est pas de l'infrastructure. C'est pas de l'infrastructure. Eau et assainissement, c'est de l'infrastructure. L'eau. C'est des 15 milliards de dollars. Oui, c'est pas d'infrastructure. On va manger et on va restituer. Dans 45 minutes, on va faire la restitution. Donc rapidement. Rapidement. Moi, je vois plus une approche, quand je parle de PPP, d'une meilleure collaboration entre le public et le privé, parce que des projets de PPP, on ne va pas en faire des centaines. Donc, ce qu'on observe au niveau de l'innovation, très souvent, c'est qu'il y a des thésards ou même des maîtrisards qui travaillent, des chercheurs qui travaillent sur des sujets très intéressants, mais qui sont complètement déconnectés des besoins des entreprises. Alors qu'il y a des entreprises qui peuvent avoir des besoins et des projets qui peuvent être très intéressants. Donc, l'idée peut être de créer un réseau national ou un registre où finalement les entreprises peuvent poster un peu leurs besoins et ça permet à des chercheurs universitaires de faire des choses qui sont pertinentes et potentiellement développer un peu le consulting qu'on voit dans pas mal d'écoles de commerce nord-américaines. Vous avez au sein de l'école des espèces d'armes de bras de consulting où des étudiants se mettent en pool pour offrir des services et ça leur permet finalement de vendre la matière. Et ça va à deux sens. Pour l'entreprise, elle peut avoir un service à moindre coût et pour l'étudiant et le chercheur d'avoir une source de financement et de faire quelque chose de pertinent pour le secteur privé. On va prendre deux dernières interventions. Lille et quelqu'un d'autre. On doit clôturer. On doit rédiger. Lille, vas-y. En fait, il faut mettre cette question, c'est un autre plat, parce que vous avez parlé d'apéritif. Cette innovation qui c'est pas la région. Donc c'est toute une autre conception de cette relation. Et c'est pas exactement le même partenaire, à mon avis. Et donc, il faut encore redéfinir ces objectifs. Et aujourd'hui, est-ce que l'État, quelle est sa conception de cette relation dans le cadre de l'innovation? Et on doit placer cette relation public-privé dans un cadre avec des objectifs pour l'économie. Nous avons un code des investissements à mettre en place, une politique d'investissement à mettre en place. Et là, une politique qui est basée, et ça fait partie de nos recommandations, sur l'innovation. La croissance doit passer par l'innovation. Et donc c'est pour ça qu'on a tardé un peu à faire ce nouveau code d'investissement, c'est pour un peu revoir les objectifs. Et donc l'innovation
pour la valeur ajoutée. Je pense que c'est clair, hein. Ça c'est simple. On pourra investir, ou elle a créé de l'investissement encouragé, ou elle a soutenu, que quand il y a de la valeur ajoutée et de l'intégration économique, parce qu'on a un problème de dinar, parce qu'on a un problème d'adaptation, parce qu'on a un problème d'équilibre de balance commerciale et qu'il faudrait rétablir par l'investissement. C'est clair. Où est le rôle de l'État ici? Et quel est le rôle de partenariat entre l'État et le secteur privé qui lui va investir? Et dans cela, il y a l'innovation. En fait, c'est dans ce cadre-là. Donc on attend de l'État, de ce partenariat dans l'innovation, quel est le rôle qui pourrait, moi je crois que c'est au cœur de la question, quel est le rôle qu'il pourrait jouer aujourd'hui dans ce... Donc, et je prends des exemples, ce n'est pas nouveau. Dans les années 60, il y a eu un investissement public à caractère d'entraînement dans l'innovation à ce moment-là, qui est dans le textile et le tourisme. Et donc l'État a été lui-même investisseur pour faire du partenariat après avec le public, avec le privé. Et comme il y a là, il faut définir quel rôle veut jouer l'État dans cela et le mettre dans le cadre. Et puis après, je soutiens ce que vient de dire Roger. C'est une plateforme existante. Il faut la développer. Elle est malmenée. Elle existe dans certaines régions, à Sfax, elle existe. D'accord, merci. Merci, Khalil. Avant de donner la parole à Francesco, j'aimerais vous faire partager une réflexion. Aujourd'hui, l'instance qui gère l'innovation est une instance qui est logée au sein du ministère de l'Enseignement supérieur. Alors, on se pose la question, est-ce que l'innovation est censée venir de l'université, elle est censée venir de l'entreprise, sachant qu'il n'y a pas de lien entre l'université et l'entreprise, on en parle tout le temps, le lien université-entreprise, et l'instance est logée à l'enseignement supérieur. Madame, il y a deux parties, madame, c'est pas vrai. Il y a deux parties, madame, c'est pas vrai. Il y a une partie recherche et une parce qu'il y avait avant, il y avait l'ANPRI, l'Agence nationale de promotion de la recherche et de l'innovation. On a enlevé le I de l'ANPRI pour le mettre sous l'API, qui est devenu API-II, 2I, Agence de promotion de l'investissement. C'est ce qui s'est passé, madame. Donc non, mais il y a deux, et c'est l'API qui s'occupe de l'innovation. C'est vrai, pour l'industrie. Et au sein du ministère de l'Industrie, non, attendez, non. Et c'est pas terminé, parce qu'au ministère de l'Industrie, il y a la direction de l'innovation aussi. Et au sein du ministère de l'Agriculture. Non, attendez, madame. Non, c'est pas encore terminé. Non, c'est pas encore terminé, attendez un peu. Au ministère de l'Agriculture, il y a la direction de la recherche. Et au ministère de l'Enseignement supérieur, il y a encore une autre direction de la recherche. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de centre de gravité. Non, non. Le problème, pour résumer tout ça, il n'y a pas de centre de gravité. Voilà, il n'y a pas de lien. C'est fragmenté. Le système est complètement désarticulé. Francesco, la dernière intervention. Oui, mais ça, on va prendre ça, je pense que c'est important. On doit prendre consolider. Non, mais mettre en place un vrai système d'innovation d'abord, avant de penser à... Ce que j'ai dit tout à l'heure, l'État, qu'est-ce qu'il veut faire? Il va aller avoir une structure d'innovation à droite, une structure à gauche, une structure d'achat, il n'y a pas de synergie entre ces structures dans le sens d'une même politique. Non, non, même au sein du ministère de l'Industrie, la direction de l'innovation du ministère de l'Industrie ne communique pas avec l'API. Qui gère l'innovation, il ne communique pas. Créer des synergies. Et mettre en place une politique. Il y a une politique de promotion de l'innovation. Est-ce qu'elle est en rapport avec Très bref, sur les expériences européennes, dans le cadre du partenariat public-privé et innovation, donc il y a, comme on disait avant, il y a autre chose que l'infrastructure. On parle de réseau dans lequel il y a les universités, il y a le secteur public qui apporte dedans, en général, pour faire de la recherche basique, et il y a l'intervention du secteur privé qui indique les nécessités de marché. Donc, il y a aussi apporte le brevet, l'innovation directement dans les universités, et après prendre les doctorats, donc les étudiants de doctorat directement dans l'industrie. Donc, on se recrée ce lien dans lequel le marché est plus proche, mais aussi ce bénéfice de la recherche basique qui c'est très très complexe, on dit la très compétitive.
sur les biotechnologies, sur l'automotive, sur l'aérospatiale, qui c'est très très cher, et aussi dans le secteur de la technologie, on a un processus d'innovation aussi vite que les entreprises eux-mêmes au-dedans ne peuvent pas développer. Aussi pour le PMI, peuvent se bénéficier d'un partenariat, et donc il y a aussi des spin-off de les grandes entreprises. Et les universités peuvent aussi générer de nouvelles propriétés intellectuelles. Donc c'est une nouvelle gouvernance dans laquelle est important là la participation du secteur privé dans la gouvernance. Sinon, il y a tout à Tunis, le ministère qui ne connaît pas la nécessité de l'entreprise aussi dans le développement de recherche. Merci. Un dernier point, s'il vous plaît, si vous voulez bien, que j'aimerais évoquer les centres techniques. Quid de l'innovation dans les centres techniques? Les centres techniques sectoriels sont censés être les locomotives du secteur. Or, aujourd'hui, on se rend compte que souvent, c'est les entreprises qui sont en avance par rapport à leurs propres centres techniques. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport à l'innovation dans les centres techniques? Il faudrait qu'on le mette, c'est un truc concret. Une question qui peut se transformer en proposition. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut cofinancer des thèses entre le privé et le public dans ce pays? Oui. C'est un PPP au fait. Parce que des PPP, ce n'est pas que des projets d'autoroute et Cofinancer une thèse, ça Non, il y a le programme existe. Le financement de thèse existe. Sauf sa mise en place très compliquée parce que c'est géré administrativement. Le copitant est un moyen de cofinancement. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme phrase, à la phrase? Je vais aller avec ce que j'ai écrit tout à l'heure. En fait, le PPP, pour la valeur ajoutée, l'innovation étant un moyen. Les centres techniques et les clusters, parce que nous avons 2 opérations en cours en ce moment, normalement c'est un moyen de promouvoir la valeur ajoutée dans les entreprises, par l'innovation. Ces centres techniques et ces clusters sont en panne de cadre juridique. Des cadres juridiques, il n'y a pas de cadre juridique. Et d'ailleurs, aujourd'hui, personne en Tunisie ne sait quel est le statut d'un centre technique. Les uns le considèrent comme l'administration, comme un EPIC, un EPLA, une entreprise privée. On a créé les centres techniques en 1996, on a changé le statut, c'est devenu établissement d'intérêt économique public, mais depuis cela, il n'y a aucun cadre juridique qui a été défini. Qu'est-ce qu'on pourrait proposer? Alors, si on peut proposer justement le cadre PPP, c'est justement d'utiliser le cadre du PPP pour définir les missions. Non, mais c'est-à-dire utiliser le cadre du PPP pour définir un cadre juridique pour les centres techniques et pour les clusters. Utiliser le cadre du partenariat public-privé pour définir un cadre juridique cohérent, complet pour les centres techniques et pour les clusters. D'accord, merci. 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 Monjia, c'est le dernier mot. Oui, mais le problème, c'est que dans la loi actuelle, on ne parle que d'infrastructure. On doit arrêter, Monjia. Moi, ce que je souhaiterais rajouter, c'est aujourd'hui, la Tunisie, on cherche à attirer les IDE. Donc, comment peut-on articuler l'orientation des IDE, l'orientation des IDE en Tunisie vers le savoir tunisien, vers les nouvelles technologies, c'est-à-dire orienter un peu l'installation des IDE dans un sens dans quelle mesure les PPP peuvent intervenir pour favoriser le terrain, pour que les IDE viennent bénéficier du savoir. Non, à part le savoir tunisien, il faut qu'on arrête de vendre l'heure tunisienne. On a un savoir-faire, voilà. Donc, dans quel cadre, comment vendre l'innovation, comment vendre les nouvelles technologies? Je pense qu'il y a Zakaria qui connaît par cœur le code d'investissement. Comment vendre ce savoir-faire? Faire la décret sur l'investissement, quand c'est l'innovation. En fait, il y a des cinq. Petite précision, non, une minute seulement. En fait, ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, on est en train de voir le partenariat public-privé avec des priorités nationales. Là, on avait le code, on avait 5 priorités. La première, c'était le développement régional et inclusif. La deuxième, c'était l'innovation et montée en valeur ajoutée. La troisième, c'est l'emploi et développement du capital humain. La quatrième, c'est l'exportation et l'international des entreprises tunisiennes. La cinquième, c'est le développement durable. Là, aujourd'hui, on est en train de voir un partenariat public-privé avec 2 priorités qui sont très importantes pour le pays, parmi les 5. Donc, c'est développement régional et inclusif. Le deuxième, c'est innovation et montée en valeur ajoutée. À travers par innovation, Schumpeter dit système national d'innovation. Aujourd'hui, on a un problème d'intégration technologique de notre économie.
déjà il faut augmenter l'intégration technologique de l'économie, après on va mettre de l'investissement. Je disais, on a regardé, quand on a travaillé sur le code, il y a une prime, un mécanisme pour prime d'investissement à la recherche et développement, qui est le premier investissement pour faire de l'innovation. 1995-2010, 15 ans, il y a eu 59 projets pour 3 millions de dinars. Les parents, il y avait 4 projets, divisé 3 millions par 60, il ne vous reste pas grand-chose pour cette innovation. Les mécanismes existent, nous avons un manque. Après l'innovation, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a un mécanisme qui tourne, ce qui était exceptionnel et qui a été financé. Beaucoup de gens pensent que c'est l'Union européenne, je vous disais, madame. Qui pense que c'était l'Union européenne qui a financé ce projet. C'est la montée en GESMA, le projet de mise à niveau. Il a été financé à 30% pour l'Union européenne et 70% pour les entreprises tunisiennes, dans le cadre de la FODEC. Et l'idée, c'était de bâtir sur ça pour généraliser ces outils à toutes les entreprises, de manière à ce que, quand elles font des investissements dans du soft, dans des logiciels, etc., ils aient des mécanismes d'investissement qui sont incitatifs. Parce que l'innovation, c'est de la technologie, c'est des choses qui sont immatérielles, en gros. Merci, Zakaria. Monsieur, comment rédiger l'augmentation d'intégration technologique du pays? Donc, comment la formuler. On va se faire formuler la recommandation. Je travaille pour un autre ministère. Donc, c'est à travers le code. Donc, accélérer les PPP innovation. La suggestion de Slim de prévoir un pourcentage. En fait, c'est déterminer la politique de l'État par rapport à cela et quelles sont ses limites. Oui, dans la captation. C'est tout. Le cadre, il existe au niveau du code. D'accord, mais Amala, dans quel cadre le PPP veut intervenir? Mais Sophie, calme le temps que vous trouvez la base. Donc, vous parlez de collaboration publique-privée à propos de la recherche. Vous savez par combien d'étapes passe le contrat d'un chercheur universitaire? 4 étapes. Son contrat doit passer par la présidence de l'université, puis par le ministère de l'Enseignement supérieur, puis le ministère des Finances, puis présidence de la République. Et il faut refaire le retour. Présidence du gouvernement plutôt. Présidence du gouvernement, puis faire... Qu'est-ce qui passe dans ces instances? Pour qu'un enseignant-chercheur puisse collaborer sur un budget de recherche avec une entité privée. Simplifier, voilà. Il faut que son contrat passe par 4 étapes, passe tout ce circuit et fasse le retour. Ça prend 6 à 8 mois. Donc simplifier, 6 à 8 mois. la mise en contact des chercheurs avec le secteur privé. En fait, c'est pas la mise en contact, c'est pour monter des projets, de recherche. C'est pour monter le projet de recherche entre l'universitaire, le chercheur et l'entreprise. Les procédures, simplifier les procédures. Je l'ai vécu personnellement en tant qu'entreprise, ça a mis 2 ans. Ça a mis 2 ans pour monter le projet. Moi, je pense... sur ce point, je pense, ici je dois intervenir parce que le ministre arrive dans 25 minutes. Nous devons lui proposer des conclusions. Nous avons encore 25 minutes pour établir les conclusions. Vous avez aussi 25 minutes pour vous restaurer. Je vous prie d'être à l'heure. Il faut qu'on soit ici à 14 h parce que vraiment, je pense que sinon le ministre va trouver une salle vide et ce sera un peu fâcheux. Donc je pense qu'on a eu... L'habitude. Il a peut-être l'habitude. Le ministre Yassine Brahim, donc du développement, de l'investissement et de la coopération internationale. Madame Baeza, aussi ambassadrice de l'Union européenne. Donc je pense qu'on est obligé d'arrêter